Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier, organisateur d'événements nautiques, fondateur de leaderzen.com. Aujourd'hui, nous avons un immense honneur, un plaisir, une star internationale des neurosciences, of the world, multiplanétaire, très connue sur Mars, David Lefrançois. Merci d'être ici parmi nous. Merci, et c'est un honneur. C'est un honneur. David, j'avais envie qu'on évoque ensemble, parce que tu le sais, c'est un sujet qui me touche personnellement, la transition de vie. Et juste pour les personnages, parce que tout le monde connaît David, pour ceux qui ne le connaissent pas, vraiment vous dormez sous les ponts, c'est pas possible. J'étais dans une carrière d'automobile qui se passait très très bien. J'essayais, je pense, de me persuader que c'était bien pour moi, mais mon fort intérieur criait liberté, criait passion pour la mer, pour le développement personnel, criait essaye autre chose de plus grand, plus de passion. Et j'ai mis plus de 15 ans, 18 ans, alors que je pense que dès la première année, j'avais ça qui truc. Et tous les ans, les gens me disaient, mais ça fait 10 ans que tu me dis que tu veux changer de vie, de machin, de trucs. Et finalement, au bout de 18 ans, je l'ai fait. Donc j'ai tout lâché, je repars à zéro à 45 ans quasi, 44 ans. Et je pense qu'il y a certains des auditeurs qui sont en face qui sont peut-être pas dans un changement aussi radical, mais dans un changement équivalent. Et j'ai envie de te dire, David, toi dans ton expérience de grand coach, de formateur pour l'Institut des neurosciences, de conférencier, j'imagine que tu as croisé des centaines de clients qui ont eu ces transitions de vie qui sont peut-être pas aussi radicales, mais est-ce que tu aurais des conseils ou ton expérience par rapport à ça sur qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir un changement de vie? Puis peut-être déjà, on peut peut-être prendre étape par étape déjà, c'est qu'est-ce qui fait que tu sautes ou tu sautes pas? Moi, je trouve que c'est un sujet majeur, parce qu'on est tous confrontés au moins une fois dans notre vie à pas tout balancer. Et même parfois quand tu as des métiers que tu adores, parce que tu as beau aimer ton métier, il y a toujours des contraintes qui sont liées à ton métier. Par exemple, parfois, pour les entrepreneurs, tu as envie de vivre de ton métier, tu as envie d'être conférencier, mais bon, tu as un business à diriger, tu as une organisation, tu as l'administratif à faire, tu as des collaborateurs à manager. Et si tout ça, tu ne l'intègres pas dans ta dimension métier, tu vas sembler que parfois la transition que tu vas faire, tu vois que la partie rêve, mais en fait, la partie contrainte, tu ne la vois pas. Et c'est important d'envisager tout. Quand tu fais une transition, c'est important de te dire que de toute façon, chaque métier, comme chaque être humain, a sa part d'ombre. Voilà, c'est comme ça. C'est quoi la part d'ombre du métier que je vais faire? Parce que d'être conférencier international, c'est sympa, mais de voyager partout dans le monde, d'être fatigué, de ne pas toujours être en contact avec sa famille, on l'envisage peut-être pas au départ, mais ça peut venir un jour, et il faut pouvoir l'anticiper. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a un point commun à tous ceux qui ont passé le pas. La plupart du temps, c'est la douleur. C'est quand j'accepte plus, quand j'ai mal de ce que je vis, quand j'ai le sentiment... Tu sais, on a tous quelque chose en nous qui s'appelle l'alignement, et à un moment donné, passé un certain âge, peu importe l'âge, on peut arriver à un stade de maturité qui fait que je veux donner un sens à ma vie et je veux pas perdre ma vie à la gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a un moment donné, on va s'orienter obligatoirement vers ce qui nous passionne. Alors toi, tu vois, par exemple, c'était l'univers nautique et le développement personnel, et tu as l'intelligence de marier les deux, ce que je trouve super. Et donc, c'est juste important de comprendre que ce qui va faire la transition, c'est deux choses. Un, la souffrance. La plupart du temps, dans 95% des cas, c'est la souffrance, plus que l'opportunité. Je dis, voilà, j'ai un rabot, je balance tout et je m'en fous de ce qui va arriver après. Quoi qu'il arrive, je ne peux plus supporter ça. Donc, c'est important qu'avant d'en arriver là, dès qu'on sent les premières grandes souffrances du travail et que l'idée de la transition arrive, il faut commencer à se former, en fait, en vrai. La première des choses, c'est il faut que je me forme. Et si tu veux être lucide, un bon conseil à faire, c'est de te former à un métier, mais te former aussi à la capacité de développer ce métier. Hein, je veux dire, quand tu vois par exemple ce qu'on voit avec Martin, on a ici en place dans la salle des coachs, des formateurs, et ce qui est, je trouve, hallucinant d'intelligence et ce qu'a proposé Martin, c'est de dire, mais les gars, il faut que vous ayez une stratégie pour développer votre business. On est dans une cour qui est différente, on a des cartes qui ont été redistribuées qui sont complètement différentes, et il faut vous adapter avec.
Donc soyez conscient que si vous voulez changer de vie, il faut que vous soyez aujourd'hui bimétier. Aussi bon dans l'art d'être dans l'intérêt propre, ce que moi j'appelle l'intérêt compensé de ton métier à toi, ton expertise. Et tu dois tout faire pour être le meilleur dans ce domaine. Et après, tu dois réfléchir, c'est comment je fais pour faire connaître ce que je suis et faire que finalement toute l'expertise que je vais développer là, les personnes puissent s'intéresser à cette expertise. Merci David. Alors je précise que nous sommes au Québec dans un hall d'hôtel, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Et en fait, on était avec David à un événement magnifique qui s'appelle l'Académie Zéro Limite. Donc merci à notre ami Martin qui a monté un événement spectaculaire. Et donc si dans votre transition de vie, vous pensez à coach, conférencier, auteur, etc., l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe est évidemment une excellente solution. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, il y a eu un momentum qui a fait que, tu le sais, qui a fait que finalement, j'hésite à go. Et pour être clair avec vous, ça a été une rencontre en individuel, je la fais courte, avec Tony Robbins. D'accord ? Et est-ce que tu as vécu dans ton expérience avec tes clients, tu as dit c'est la douleur qui fait qu'à un moment donné, on peut plus, mais est-ce que finalement, parfois, c'est pas un clash qui peut être la douleur, non pas psychologique, mais la santé qui lâche, enfin, quel est l'élément déclencheur, David, souvent? À la limite, peu importe la rupture, il y a rupture. Voilà. La rupture, elle peut être physique, je fais un burn-out, elle peut être psychologique, j'en peux plus, je suis dans le mal-être, je fais des angoisses. Ça peut être aussi quelque chose qui est purement émotionnel, c'est-à-dire je peux plus supporter les mecs avec lesquels je bosse, l'environnement ou la culture d'entreprise dans laquelle je suis. Mais quoi qu'il en soit, il y a une rupture. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand toi, tu rencontres Anthony Robbins, ta rupture, elle est déjà consommée dans ta tête. Mais tu as besoin de quelqu'un qui se devienne un élément déclencheur et qui te dise « go ». Voilà, c'est ça. Tu as besoin d'une validation. Tu avais besoin d'une autorisation. Mais en fait, en vrai, tu crevais d'envie de prendre cette décision-là, mais tu n'osais pas. Et ce qui va faire qu'on ose à un moment donné, c'est qu'on n'a plus le choix. Ou alors tu peux avoir effectivement un modèle, un mentor qui va te dire c'est go, je peux même t'expliquer pourquoi et comment tu dois faire. Et puis après, ça peut être aussi des modèles qui sont des modèles environnants. Je regarde une émission de télé où je suis dans une soirée, je discute avec un mec qui me dit mais attends, moi je suis les pieds dans l'eau en Thaïlande et mon restaurant où à Paris j'en pouvais plus, je me mettais la tête contre les murs parce que les charges, le truc. Je suis parti en vacances pour m'évader, je suis jamais rentré. Et mon expertise, je l'ai apportée ici. Et mon restaurant, je le kiffe, mais puissance grand V. Et comment le gars, il te dit ça? C'est qu'à un moment donné, sur place, il y a un mec qui était à côté, qui avait exactement la même situation que moi, qui était un ancien restaurateur, et qui m'a dit, mais dis-moi, il y a de la place pour tout le monde, ici, viens, quoi. Et tu peux le faire, et si tu veux, je t'aide. Un modèle. Voilà. En tout cas, un élément... Tu sais, regarde, on fait partie de cette génération. C'est ça, 25-30. On fait partie de cette génération où, moi quand j'étais petit, il y avait des ateliers photos. On prenait des photos et on dépliait le truc, tu vois. On allait dans une chambre noire et tu prenais ce papier blanc, tu le mettais dans un bac qui s'appelle le révélateur. Voilà. Ensuite, tu prenais le bac et tu le mettais dans un bac qui s'appelait le fixateur. Voilà. Et ben, je crois que pour nous dans la vie, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, on a une photo, mais elle est blanche en fait. Et puis il y a une situation de vie, une rencontre, qui va révéler, et après, il y a des stratégies qui vont fixer. Et à partir du moment où tu as pris la décision, et à partir du moment où tu poses des actions qui sont concrètes par rapport à ce qui vient d'être révélé, pour toi qui est une évidence, tu es dans le fixateur, et là, à partir de maintenant, c'est toi qui as l'image, tu as ta vision, maintenant tu en fais une réalité, une concrétude. David, il y a certainement parmi les auditeurs qui nous écoutent des personnes qui se disent « Moi, je sais que j'aime pas ce que je fais en ce moment, mais je sais pas ce que je veux faire. J'ai pas cet imaginaire, j'ai pas cette voilà. Comment tu détermines ta mission? David nous a fait vraiment une conférence exceptionnelle hier et tu insistais sur nous sommes un être humain et pas un faire humain. Comment finalement tu sais ce que tu es, quelle est ta mission? Parce que je pense qu'il y a la vision, la mission et les gens sont un peu parfois perdus par rapport à ça. Comment tu peux les aider?
Moi, il y a une chose que je pense essentielle, c'est les émotions. Et il y a un moment donné, il faut être en contact avec ça. C'est-à-dire que quand tu es dans ta mission, il y a un truc qui est systématique. Tu vas ressentir quelque chose qui s'appelle la joie. Pas le plaisir, la joie. Parce que la différence entre les deux, elle est très simple. Le plaisir, il vient de l'obtention de ce que je possède à l'extérieur. La joie, tu vis ta joie quand tu es, de ta capacité à exister. Donc tu dois te poser une question qui est fondamentale. C'est, en dehors de ce que je fais qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui pourrait profondément me mettre en joie? Voilà. Alors, on élimine toutes les copines à Copacabana, la plage. En termes de job, qu'est-ce qui, si je le faisais, me mettrait vraiment en joie, me permettrait d'être heureux de l'intérieur? Pas simplement parce que j'obtiens une récompense extérieure, parce que je gagne de l'argent, ou un statut, vraiment de l'intérieur. Quand je le fais, j'ai le sentiment que je suis à ma place et rien d'autre. Il y a certaines personnes qui vont dire, bah tu sais quoi, enfin, moi, mon truc à moi, c'est la cuisine. Le gars, il va te dire, c'est la cuisine, mais je vais quand même pas quitter mon boulot. Je suis ingénieur pour la cuisine. Et bah, ce même garçon dont je te parle là, quand il a fait ça, il a commencé, tout en restant ingénieur, à monter un blog sur la cuisine. Aujourd'hui, il se dit, mais moi, ma passion, c'est la cuisine, j'en vis. Et après, la deuxième passion, c'était d'accompagner les gens. Et là, aujourd'hui, il se forme chez moi en coaching. Et j'ai trouvé ça génial de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire en termes de voie de transition? Mais la porte d'entrée, c'était, je vais partager, moi, ce qui me donne de la joie. Voilà, au départ, c'est la cuisine, après, c'est le développement personnel. Et les choses peuvent évoluer. Mais la stratégie, c'est qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux, tu vois, le soir, de me coucher, d'être fier, et le matin, d'avoir hâte de me lever tellement j'ai envie de kiffer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la joie. Et moi, David, j'ai une forte croyance qui est, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est pour ça que je suis avec toi. Et c'est que le début. et c'est pour ça que je me fais un plaisir de venir voir Martin Latulippe ici et rencontrer des gens extraordinairement positifs au Québec. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'une fois que tu as pris la décision de changer, ce qui fait que tu vas finalement être dans l'action et dans la réussite et pas dans la peur, le blocage, parce que je pense qu'il y a 2 étapes. Je prends la décision, je change, puis il y a un moment, il faut passer à l'action, et puis forcément, tu es dans une zone d'inconfort, donc il faut l'accepter. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans « je suis bloqué, je suis figé », puis je passe ma journée à surfer sur YouTube, sur Facebook, à regarder toutes les vidéos de neurosciences de David Lefrançois, ce qui est quand même intéressant, mais quand même, ou je passe à l'action. Est-ce que c'est un environnement? Qu'est-ce qui fait qu'on est quand même dans l'ère de la dispersion? On est dans l'ère je sais que j'aime le surf et tout ce qui touche à la vague, mais qu'est-ce qui peut faire qu'une fois que tu as pris la décision, tu commences à avancer sur l'X et tu n'es pas bloqué par la peur? Parce que je vais être honnête avec vous, c'est une chose de prendre la décision. Moi, j'ai perdu des mois, je le dis en toute humilité, parce que voilà, j'étais bloqué sur des choses qui étaient pas très utiles, mon nom de domaine, voilà, des questions métaphysiques, mais qui au fond, je pense, était la peur de se montrer et de faire des actions qui je savais allaient être imparfaites. Et j'aurais aimé, tu vois, faire un truc qui soit bon d'entrée de jeu et dire non, je vais attendre d'être super fort, d'avoir tout lu sur les neurosciences aux États-Unis, en espagnol, en français, en machin. Je vais attendre tout savoir sur l'imagination, je vais attendre, puis après j'irai. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne reste pas dans ok, je suis figé, je me disperse et j'avance sur un axe? Tu vois, en fait, tu as donné la réponse dans ta question. Ce que tu étais en train d'expliquer, c'était moi, je voulais attendre que d'être bon dans ce domaine. Il y a un moment donné, il faut agir. Par exemple, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient des écrivains. Et tous les écrivains vont rentrer en contact avec un truc qui s'appelle la page blanche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'imagines, le premier livre, ils l'écrivent alors que personne ne les connaît, donc ils sont dans le kiff, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de pression. Et puis après, le deuxième livre, le mec, il y a un éditeur qui dit « Attends, c'est quoi ? J'ai prévendu ton livre, dans 6 mois, il faut que ça sorte. Donc tu me torches ton histoire. » Et donc le gars, il se retrouve là, à un moment donné, comment je fais pour... Alors qu'avant, mes idées venaient toutes seules, tu vois. Et là, syndrome de la page blanche. Et il y a une technique qui permet de faire ça, c'est de commencer à écrire n'importe quoi. Par exemple, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se met avec sa page blanche et il dit « Ok, je m'emmerde.
je m'emmerde. Et dehors, il fait pas beau. Et dehors, il fait pas beau. Dehors, il fait pas beau et les meubles, il va falloir que je les change. Il va commencer comme ça et tu enclenches le mouvement de la neurologie et à un moment donné, le neurologie se met dans un mode j'écris. Exactement, et c'est parti. C'est-à-dire qu'il faut enclencher le mouvement. Tu vois, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans les interventions de Martin qui vraiment demandait aux gens de dire poser une action imparfaite, voilà, et inspirante. Chaque jour, voilà, c'est-à-dire que déjà tu veux démarrer, de toute façon, le nom de domaine parfait, tu l'auras pas. Voilà. Et puis l'avantage, c'est que tout se change. Ok. La stratégie parfaite, la formation parfaite, la conférence parfaite, la femme parfaite, on n'aura pas tout ça. Par contre, on va pouvoir mettre en place une relation dans laquelle chaque fois on va se mettre dans une dynamique d'évolution de la relation, de ta conférence, de t'améliorer. Donc l'essentiel, c'est pas d'avoir quelque chose de fini, c'est d'avoir quelque chose de déterminé dès le départ et sur laquelle on va évoluer. Regarde un truc quand même hallucinant. Quand tu prends les plus grandes réussites mondiales, on va prendre Microsoft, on va prendre Apple. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils te balancent des produits qui sont imparfaits. D'ailleurs, ils te disent, on vous vend une version bêta. Voilà. Et les gars, qu'est-ce qu'ils font? Envoyez, vas-y, envoie du retour. Et depuis ton retour, j'améliore mon produit. Mais c'est quand même, toi, t'es là, tu grattes, je veux le nouvel OS, je veux le nouvel truc, je veux le nouveau Windows. Et les gars, ils te vendent, et tu sais très bien aujourd'hui, si tu es un peu intelligent, l'achète pas dans les 6 premiers mois, ça sert à rien. Parce que le truc, il va être plein de bugs. Et tout le monde te dit, non, c'est bien. Et pourtant, ça t'empêche pas d'acheter. Et d'avoir des circuits. Donc, parce que les mecs, ils ont compris que ça sert à rien de lancer un produit parfait. Ce qui est important, c'est de lancer le produit. Et après, de l'améliorer. Donc, le principe de base, c'est je pose une action concrète. Et même si c'est pas parfait, même si mon graphique n'est pas parfait, tu vois, par exemple, moi, j'ai des sites internet qui cartonnent super bien en infoproduit, en vrai. Ça tombe tous les jours. Et je les trouve nuls au niveau graphisme, mais un truc de malade. Donc là, j'ai embauché quelqu'un qui va s'occuper de toute ma communication web. Mais si j'avais attendu que le graphisme, l'enveloppe autour, mais j'aurais perdu beaucoup d'argent. Et moi, mon parti pris, c'était de dire, de toute façon, les gens, ils vont pas acheter le contour, ils vont acheter le message et la qualité du produit que je mets à l'intérieur. Là, par contre, j'étais focus et je donnais vachement des choses. Et même encore là, ça s'améliore, j'apporte des nouveautés, je fais des choses vraiment intéressantes dans ce domaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le principal, c'est de dire, je me prends un objectif, je pose des actions. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je corrigerai et j'améliorerai au fil du temps. Et de façon même, c'est quand même vachement sympa quand tu as vendu un produit et que 2 ans plus tard, tu arrives en disant, les gars, je viens de remettre la nouvelle version et je vous l'offre. Et là, tu dis, waouh! Quand tu fais ça, toutes ces personnes-là, quand 6 mois plus tard, tu arrives avec, les gars, j'ai un nouveau produit, c'est une bombe, et ben, ils savent que tu es quelqu'un d'honnête, que ton produit il est bon, que si ça évolue, ils auront toujours, ils vont le prendre. Ça s'appelle être honnête dans ta relation commerciale. Donc là, je vais te dire un truc. Je finirai là-dessus. Moi, j'ai jamais vu de perfectionniste heureux. Le principe de base, il est simple. Donc que ce soit en affaires, que ce soit en amour, que ce soit en famille, dans toute forme de relation, il n'y a pas de perfectionniste heureux. Ça me fait penser à une anecdote, c'est que moi j'ai une phrase qui me vient souvent à l'esprit qui est on obtient ce à quoi on renonce. Est-ce que finalement, pour conclure, importance des deadlines, s'y tenir et puis d'être vraiment calé sur une deadline, ou j'écris un livre et est-ce que on doit absolument fixer des deadlines et mettre le paquet, ou est-ce que finalement il doit y avoir ok, j'écris un livre, je commence, puis il sera terminé quand Quelle est ta vision là-dessus? Moi, ma vision là-dessus, elle est très claire. On ne laisse jamais de place à l'oisiveté. Si tu fais ça, t'es mort. Donc, tu es obligé d'avoir une deadline. Maintenant, même si j'ai une deadline au 30 du mois, et si je me dis que par exemple, chaque jour, je dois écrire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je peux être souple quant à l'heure que je vais le faire. C'est pas entre 8h et 9h. Si je vois qu'entre 8h et 9h, eh ben, j'arrive pas à torcher mon travail parce qu'il y a les gosses, il y a le truc, et que finalement, mon pôle de créativité, c'est le soir, après minuit, on y va, quoi. Tu vois, faut être souple, juste. Mais une deadline, si tu ne l'as pas, tu peux pas réussir. Je crois pas. Oui, David, et sur l'automobile, je partage totalement ta vision sur une deadline. Sur l'automobile, on sait que finalement, c'est un monde quand même où la productivité et l'efficacité est quand même globalement au top. Et ce qui est surprenant sur un projet automobile, c'est que finalement, quand tu arrives au tout début de l'équipe projet, on te donne un cahier des charges, évidemment, un budget, un cahier des charges, mais surtout,
à quel salon sera lancée la voiture. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger sur le projet, y compris l'équipe. Mais le bateau, il arrive au pire avec un capitaine, un copilote et un cuisinier différents au bout, mais il arrive à l'heure. Hein. Donc c'est un bel exemple de... David, si on veut te retrouver, si on veut bénéficier de tes compétences, que ce soit à travers des formations web, des conférences ou une formation de coach, où est-ce qu'on peut te retrouver, David, sur Internet? Le mieux, c'est ma chaîne YouTube. D'accord. Voilà, David Lefrançois, potentiel. Ok. Voilà. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup, merci pour les auditeurs. À bientôt. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez généreux, soyez authentiques et faites une différence pour un monde meilleur. Merci, David. Merci à tous, bye.